Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver, vous le savez, merci de votre fidélité, merci de nous suivre chaque vendredi ici même sur Télésud dans Ça fait débat et c'est toujours un réel plaisir de vous retrouver. Vous pouvez commenter, vous le savez, en direct sur la page Facebook. La page Facebook, eh bien, c'est très simple, Ça fait débat et puis sur Twitter, CF débat. Merci à vous tous, vous allez bien jeunes gens ? Oui, tout le monde va bien. Oui, papy. Ah, je vous prends un peu au dépourvu, là. Ah, vous y attendez pas. J'aime bien basculer, moi. J'aime bien, là, bousculer un peu les habitudes de certains. Ils étaient un peu surpris, vous voyez, les chers téléspectateurs et téléspectatrices. Eh bien, voilà, votre rendez-vous d'actualité, vous le savez, il n'a pas changé. On va tenter de commenter et réagir à l'actualité avec tout ce beau monde. Hein. C'est bien aussi un peu de les surprendre. Allez, au sommaire de cette émission, l'actualité qui a secoué la semaine, jeunes gens. La tournée africaine d'Obama. Quels sont les enjeux de cette tournée africaine ? Comment a-t-il choisi les pays qu'il doit visiter ? C'est vrai que ça nous intéresse, ça nous a interpellés. Que pensent les Africains de cette visite ? Eh bien, c'est vrai que ça nous intéresse, il faut aller les rencontrer, on va aller les voir, notamment à Dakar. Obama croit-il réellement au potentiel de l'Afrique et puis comment il peut aider, accompagner le continent ? Enfin, on va parler de Mandela. L'après, la suite, peut-il y avoir aujourd'hui un autre Mandela ? C'est la question qu'on pose ici dans Ça fait débat. Un business va-t-il se créer autour de ce symbole qu'il représente, autour de Nelson Mandela ? Et puis, y aura-t-il une bataille autour de son héritage ? Vous le savez, à l'image un peu de Michael Jackson et tous ceux qui se déchirent autour de l'héritage. Sommet des chefs d'État pour la sécurité maritime dans le golfe de Guinée, lutter contre la piraterie. Un sujet un peu compliqué, mais justement, on en parle dans Ça fait débat, puisque on va tenter de savoir et de comprendre les moyens déployés pour lutter contre ce fléau. Sont-ils suffisants ? Et quel impact sur le tourisme dans cette région ? Et puis surtout la question qu'on va poser, la question essentielle, est-ce l'argent le principal motif de ces pirates ? Et enfin, dernier sujet, eh bien les présidentielles au Mali, la tournée des candidats, vous savez, qui sont ces candidats à la présidentielle malienne ? On les connaît pas du tout, on a envie de connaître leur visage, mais également aussi leur discours, pourquoi ils vont pas rencontrer les militants, et puis y a-t-il, la question, on la pose ici, peut-être qu'elle fera polémique, y a-t-il vraiment, réellement, un candidat capable de redresser le pays ? Et puis dans cette seconde partie d'émission, vous savez, il est bras droit de Jamel Debbouze et puis surtout le collaborateur le plus proche. Il vient de réaliser son tout premier long métrage, ça s'appelle Né quelque part. Il s'appelle Mohamed Hamidi et c'est notre invité tout à l'heure en seconde partie de cette émission. Vous connaissez Mohamed Hamidi ? Oui. Mohamed Ali. Mohamed Ali, c'est autre chose, c'est un autre calibre. Je le connais très bien, c'est un pote. Très bon film. Très bon film, absolument. Courez, allez voir ce film. Allez voir ce film, voilà, selon Jean-Claude Chikaya et tous ceux qui sont autour du plateau dans Ça fait débat. Allez, vous savez, vous connaissez la devise, Ça fait débat. En toute liberté. C'est maintenant et en toute liberté d'expression. C'est parti. Il faut vous pousser pour la liberté d'expression. C'est timide, hein. Dites donc, en toute liberté d'expression, Samia, pourtant la militante de la Tunisie pour la démocratie et tout, c'est timide, hein. Oui, en toute liberté d'expression. Allez, c'est parti. On va commencer par la tournée africaine d'Obama. Alors la première question que je vous pose tout de suite, est-ce que vous avez suivi l'actualité d'Obama ? Oui. Oui ? Bon, avant peut-être... de commenter l'actualité qui est riche, celle d'Obama, puisque vous savez, il a entamé son déplacement à Dakar, au Sénégal donc, puis ensuite donc en Afrique du Sud, et il finira sa tournée en Tanzanie. Bon, allez, on va tâcher de comprendre surtout ce qu'en pensent les Africains. Je vous propose tout de suite de regarder ce premier sujet réalisé par l'agence Afrique TV. Justement, on est allé à la rencontre de ces Africains, et puis surtout, plus précisément, à Dakar, et leur regard. Regardez ce que ça donne. Dans quelques heures, Air Force One, l'avion du président américain, se posera à l'aéroport Léopold Sédar Senghor de Dakar. La capitale sénégalaise est déjà prise d'assaut par les hommes de la sécurité du président depuis plusieurs semaines. Objectif, prévenir tout acte qui pourrait entraver la visite de Barack Obama. Conséquence de ces mesures de sécurité drastiques, des longs bouchons et des routes bloquées qui indignent beaucoup d'habitants de la capitale sénégalaise. Depuis quelques jours, la presse sénégalaise en fait les échos et s'indigne elle aussi. Et les mots sont souvent durs envers l'autre américain. Malgré cette indignation, la ferveur de recevoir le président américain est loin d'être tombée. Un premier président noir des États-Unis d'Amérique qui vient au Sénégal, c'est une fierté pour nous. Oui. On le souhaite la bienvenue. C'est une bonne chose aussi pour le Sénégal. Ça montre qu'il y a de la démocratie chez nous. Donc je crois bien que le président américain ne se déplace pas dans des pays où vraiment la démocratie n'est pas bien respectée, où les droits de l'homme sont bafoués. Donc je suis vraiment fier de cette arrivée. Sur l'île de Gorée, les mesures de sécurité sont aussi drastiques. Cette boutique de vente d'objets traditionnels pourrait être obligée à fermer ses portes pendant la visite de la famille Obama.
Mais pas de problème pour cette commerçante qui voit déjà ses ventes gonfler après la visite. Si ils nous ferment les boutiques, c'est pas grave. Une journée, ça ne nous gâche rien. Une manière de reconnaître que la réussite de cette visite historique du premier noir à la Maison-Blanche au Sénégal dépendra avant tout de la sécurité. Allez, moi je vais poser la même question. Qu'en pensez-vous, vous d'abord, c'est vrai, de cette tournée africaine? Et puis, les Africains, vous voyez bien, c'est assez positif, enthousiasme. En tous les cas, ils ont plutôt un regard, je dirais, comment je peux qualifier ça? Affectueux. Affectueux, oui, effectivement, affectueux, c'est le mot. C'est ça le par problème. Gabriel. Alors c'est ça le problème. Oui. Pourquoi? Parce qu'il faut sortir Gabriel, de l'affection. justement, je te sens le polémisme. Non, il faut sortir de l'affection, de l'affectif dans ces histoires. Obama vit en Afrique parce que il a déjà, son voyage lui a coûté 100 millions de dollars. Ça a fait des polémiques aux États-Unis, dans le Washington Post et autres. Exact. On n'investit pas une telle somme pour rien. Il y a un porte-avions, il y a des navires de guerre, etc. Donc, c'est un voyage qui, pour Obama, a un sens et politique et surtout économique. Il arrive au Sénégal, on dira, au Sénégal, les intérêts sont plus politiques parce que le Sénégal, compte tenu de la rengaine américaine, la démocratie incarne la démocratie, surtout dans un espace francophone qui était considéré comme un peu lésé par les États-Unis, mais surtout d'un point de vue géopolitique, les États-Unis ont besoin d'un Sénégal fort parce que le Sénégal empiète sur la fameuse région sahélienne. Est-ce que c'est pas tout simplement parce que c'est l'un des pays les plus stables de l'Afrique? Oui, j'ai évoqué cette raison. Ou la démocratie, justement, j'ai évoqué cette raison-là. Oui. D'ailleurs, après, on peut discuter de qui est démocratie, qui n'est pas démocratie, en fonction des intérêts, parce que c'est souvent très, très variable. Il arrive même... démocratie, pardonne-moi, Gabriel, il n'y a jamais eu de coup d'État jusqu'ici au Sénégal. Oui. Bien sûr, mais... C'est une bonne voie empruntée pour la démocratie. Ce n'est pas le Sénégal qui est en cause. C'est la politique américaine qui, dans certains cas, peut soutenir des gens qui peuvent être extrêmement cruels. On voit du côté du Moyen-Orient. C'est-à-dire que la notion de démocratie est très, très, très variable en fonction des intérêts. Revenons au Sénégal. Il y a ce drapeau de la démocratie, il y a cet appoint du Sénégal comme force géopolitique de la région, qui a plus le cachet démocratique que le Burkina Faso, qui est une base arrière américaine de plus en plus, ce qu'on oublie de dire. Maintenant, pour ce qui concerne la Tanzanie, qui est juste voisine du Kenya, Obama ne va pas dans sa terre natale pour son second séjour en Afrique. On sait qu'il y a le président Kenyatta qui a été réélu et qui est en bisbille avec la CPI, la Cour pénale internationale, donc en porte-à-faux avec la politique américaine qui tire les ficelles du côté de la CPI. Et puis l'Afrique du Sud, on ne sait pas trop pourquoi. Peut-être que l'actualité nous expliquera dans les heures qui viennent que le président aussi a du flair politique, entendu qu'il avait cité Nelson Mandela parmi ses mentors. Absolument. Samia Troubi. Au-delà de l'affectif, effectivement, les images qu'on a vues, c'est formidable pour les Africains d'accueillir Barack Obama, sauf que Barack Obama, ses voyages et sa non-politique à l'égard de l'Afrique est une réelle déception. Il arrive en disant, bon, j'arrive, mais je ne dis rien, je ne montre aucun des intérêts que j'ai envie de défendre. Il a envie, je pense que les États-Unis ont bien compris que la Chine avait investi et surinvesti l'Afrique. La Chine a visité 30 pays. Barack Obama, depuis ses 2 mandats, il en a visité 4. C'est quand même légèrement décevant. On a le sentiment... Pendant son premier mandat. Tout à fait. On a le sentiment qu'en fait, l'Afrique, qui est, on le disait, le continent qui lance la croissance, le continent où les influences stratégiques, économiques sont de plus importantes, que les États-Unis ne sont pas dans le coup, tout simplement. Et cette visite de Barack Obama... Pas justement la visite d'Obama et la tournée d'Obama africaine pour rattraper la visite, pour rattraper le retard... Je ne crois pas. Lié aux Chinois, justement. Certainement qu'ils veulent rattraper ce retard, parce que l'Afrique va représenter plus de 25% des exportations pétrolières américaines dans 20 ans. C'est programmé, c'est planifié. Donc, ils ont intérêt à se consolider en Afrique. Et le principal rival aujourd'hui, évidemment, c'est la Chine. Donc, on vit en Afrique pour montrer que l'Afrique compte. Mais de toute façon, quand on regarde le pétrole, ils sont très bien implantés, hein, les Américains. En Afrique, ils ne parlent pas beaucoup. Il y a l'Africorps au niveau militaire qui est en train de prendre le Moi, je vais être un peu plus polémiste. Est-ce que vous pensez vraiment, messieurs et madame, est-ce que vous pensez que Obama et les États-Unis d'Amérique peuvent concurrencer les Chinois? Est-ce qu'ils ont suffisamment... Les Chinois ont pris trop d'avance et les États-Unis sont complètement à la ramasse pour toutes les questions africaines. Jean-Claude Chikaya. Ce qu'on peut dire plus globalement, j'abonde dans ton sens sur l'émotion et l'affection. C'est vrai que c'est pas qu'il faut le mettre de côté, mais ce continent, comme tous les continents, quand le président de la première puissance du monde, en tout cas une puissance qui compte, il faut vraiment politiser le regard de la visite. C'est vrai que c'est le premier
président noir qui vient donc à Dakar pour Dakar. Moi, je pense qu'il y a un retard sur ses visites en Afrique, mais ce qui est plus déplorable, c'est peut-être son manque de politique africaine. Et dans sa campagne, il disait qu'il allait mettre au point une politique africaine. Non, et j'espère qu'il ne va pas venir tel un proviseur et donner des points à ses élèves et au bon pays, donc qui serait donc démocratique. C'est tout cela qu'il faut éviter, tous ces écueils. Bon, je pense qu'il est assez intelligent pour éviter ces écueils, mais c'est vrai que il est temps que les présidents africains, sans vouloir donner de leçons, mais voient dans Obama, Hollande et autres des homologues, tout simplement, et une vision géopolitique. Je pense que les présidents le voient, mais il faut absolument que tous les Africains puissent le voir. C'est pas le cas aujourd'hui ? On le voit un petit peu rien quand ils descendent de l'avion. Il y a des genuflexions un petit peu trop appuyées. Il faut vraiment discuter d'égal à égal. C'est vrai. Le Sénégal est on en parlera tout à l'heure. Aux États-Unis. On en parlera. En tant qu'État. En tant qu'État, moi, je pense que quand Obama va en Belgique, il n'a pas le même type d'accueil. Après, il peut avoir une ferveur entre guillemets dite africaine ou autre. Et puis, c'est pas la première fois qu'il vient en Afrique. Il est aussi venu en Égypte. Il est venu en Égypte, sauf si. J'ai l'impression, j'entends un petit peu des débats où on désafricanise l'Afrique, on désafricanise l'Égypte, ce qui est un peu embêtant sur le plan géopolitique et sur la vérité géographique de l'Afrique. Donc je pense, voilà, il est en retard. Et va-t-il nous préciser là une nouvelle vision africaine? Maintenant, si c'est seulement un voyage pour rattraper la Chine et autres. Chine, voilà. Non, tu n'y crois pas du tout. Alors, justement, Obama, est-ce que vous pensez vraiment qu'il croit à un potentiel de l'Afrique? C'est ma question, c'est vrai que je n'ai pas eu ce sentiment-là, moi. Bien sûr qu'il y croit. La preuve, quand on l'a accusé dans la presse... Alors comment? Parce qu'est-ce qu'il compte l'aider vraiment, ce continent? Quand on l'a accusé dans la presse, le Washington Post en l'occurrence, d'avoir dépensé 100 millions de dollars pour ce voyage, sa réponse était... Comment on ne va pas dépenser 100 millions de dollars pour un continent qui fait en moyenne 7% de croissance à l'année? Parce qu'en fait, aujourd'hui, l'Afrique est le moteur de la croissance économique mondiale. C'est ce que tout le monde sait, mais qu'on ne dit pas officiellement. Il en a conscience. Il a conscience de son retard. Historiquement, les Américains avaient investi ailleurs, en Amérique latine, enfin à l'international, là j'entends, et au Moyen-Orient. Et puis en Asie, la Corée, des pays de ce type-là. L'Afrique est rentré dans la stratégie américaine depuis Bill Clinton, depuis le début des années 90, depuis le milieu des années 90, même s'ils ont pris du retard, ils se rendent compte aujourd'hui que, notamment pour la question de la politique pétrolière, puisqu'ils veulent diversifier les sources d'approvisionnement, l'Afrique va être centrale, et puis la question géopolitique... Allez, avant de fermer ce chapitre, rapidement, s'il vous plaît, c'est pour ça que l'Afrique doit être debout, même dans sa posture. C'est un continent émergent. Malgré les difficultés, c'est un continent émergent, et les rapports politiques, en termes de discussion et de hauteur, doivent changer aussi. Moi, je pense effectivement que ce voyage, et l'Afrique est le laboratoire de toute la nouvelle géopolitique et de la nouvelle stratégie, à la fois avec ces Chinois et ces nouvelles puissances, on a parlé du Brésil, et de cette Amérique qui essaie de retrouver aussi une place au sein de ce... Et c'est pour ça que la Tanzanie, la surprise du voyage, est le symbole de ce voyage. 7% de croissance annuelle et les plus gros investissements chinois en Afrique. Exactement, c'est vrai, c'est ce que je voulais dire, il m'a un peu volé ma conclusion. Mais bon, c'est pas bien grave, tant que c'est Gabriel, c'est bien dit. Non mais c'est vrai, c'est l'essentiel, c'est quoi? C'est qu'on partage tout ici dans Ça fait débat. Allez, passons sans transition à ce sujet qui nous a tous marqués maintenant et qui nous passionne et qui continuera à nous passionner. Je veux parler de Nelson Mandela. Eh bien, peut-il y avoir aujourd'hui un autre Mandela? Je vous propose simplement de regarder ces images avant de se retrouver et de commenter l'actualité autour de Mandela. L'Afrique du Sud sera donc l'étape suivante de cette tournée africaine, étape sur laquelle l'ombre de Mandela planera évidemment. Les Sud-Africains, eux, attendent avec appréhension des nouvelles de leur leader, toujours entre la vie et la mort. Enfants et petits-enfants de Nelson Mandela ont, eux, tenu un conseil de famille hier et prié avec l'archevêque anglican du Cap pour que l'ancien président sud-africain s'éteigne en paix. De nombreux anonymes également se pressent devant un mémorial improvisé sur le mur de l'hôpital de Pretoria. Plus personne ne se fait désormais d'illusions sur le décès imminent de l'ancien président. Alors, on a diffusé ces images volontairement pour vous montrer ce qui s'est déroulé en semaine et non pas à ce jour, vendredi soir précisément, parce que là, on a voulu retenir cette image-là. C'était il y a quelques jours, comme je vous l'ai toujours dit, ici même dans Ça fait débat. Ça fait débat revient sur l'actualité qui a secoué la semaine. Messieurs,
Par qui commencer? Peut-être par Samia Atroubi, tiens, pour changer un peu. C'est la seule femme, elle le dit souvent d'ailleurs, autour de ce plateau. Je te remercie de m'inviter. Non, alors Nelson Mandela, c'est vraiment... Peut-il y avoir aujourd'hui un autre Mandela? Sincèrement, on en discutait un petit peu avant en plaisantant, on disait s'il est là, on veut bien voir son numéro de téléphone et l'appeler parce qu'on voudrait le cloner. Non, je ne crois pas, très sincèrement. Je pense que tout le monde ici a une affection profonde pour Nelson Mandela. Je reviens de Ramallah où les gens sont complètement obnubilés par Nelson Mandela. Il y a vraiment un engouement pour ce personnage-là parce qu'on a le sentiment que c'est un de ces héros qu'on ne retrouvera plus aussi facilement. C'est le héros du XXe siècle, c'est l'homme du pardon, c'est l'homme de la réconciliation, là, dans une région et dans des régions et dans un monde dont on a tant besoin. Ouais, alors on l'a commenté ici dans les émissions précédentes, autour. Là, j'aimerais vraiment qu'on avance autour de la question et de ce personnage, de ce symbole qui est Nelson Mandela. Est-ce qu'il peut y avoir un autre Mandela? C'est ça ma question. Il ne s'agit pas de commenter sur le personnage, mais un autre Mandela peut-être à venir, dans les années à venir. Je discutais avec mes amis d'Afrique du Sud, ils ont conscience qu'une une page de leur histoire se tourne et qu'il n'y aura plus de Nelson Mandela et qu'il doit vivre avec cet héritage. Dans le monde peut-être? Jean-Claude Chikaya? Si on revient sur le personnage, il est intéressant pendant que le monde entier regarde Nelson Mandela et tout le monde est unanime pour dire que c'est un très grand, mais il sera intéressant aussi, je viens de parler de lui après, mais bon, il n'est pas décédé encore au moment où on parle. Et ce qui est important aussi de dire, c'est Mandela avant que tous les États, je ne dis pas les pays, les États réfléchissent aussi sur quelle histoire ils ont eu avec Nelson Mandela, son combat, l'Afrique du Sud et autres. Est-ce que tous les pays ont été donc contre l'apartheid, ont été contre des rapports économiques et sociaux et politiques? Je dis bien tous les pays politiques du monde, y compris les pays africains. Donc il est important, pour qu'un nouveau Mandela naisse, ça va être difficile, et heureusement, Mandela a pris son envol politique pendant l'apartheid. Donc là, ce qu'il faut, c'est pas seulement voir en Mandela quelqu'un qui se bat pour que les Noirs puissent vivre libres et égaux avec les Blancs en Afrique du Sud. C'est qu'il n'était pas que ça. Il avait une vision politique, il était communiste, après il était socialiste, il avait une vision. Donc en devenant président, il a pris un petit peu le large sur la vision communiste et socialiste des choses. Bon, il a fait qu'un seul mandat, il n'est pas resté accroché au pouvoir. Donc il va falloir vraiment quelqu'un qui a une envergure, donc pas seulement une vision clonée de Mandela, mais qui a une vision politique pour son pays, pour le continent africain et du monde. Allez, on va essayer d'avancer. Gabriel, et après je vous poserai la question sur son héritage. Alors, je vais quand même préciser un point. Mandela n'était pas communiste. Hein. L'ANC... Donc il était très proche. L'ANC avait une idéologie qui pouvait être proche du communisme. D'ailleurs, c'est pour ça qu'elle a été interdite en 1963. Communiste, ouais. Mais Mandela était un libéral. À l'intérieur de l'ANC, il s'en est souvent revendiqué, il l'a écrit dans des livres, et c'est l'une des raisons pour lesquelles il a été l'interlocuteur d'un régime qui tenait à conserver un certain nombre de positions économiques. Maintenant, est-ce qu'on peut avoir un autre Mandela? C'est une question qu'on ne pose même pas, parce que les hommes de cette envergure naissent de situations exceptionnelles. Les situations exceptionnelles dans le monde, on peut chercher des pays où ça existe encore. Peut-être que Obama aurait pu être un autre Mandela, mais il ne le sera pas. Parce qu'il n'a pas réussi à briser quelque chose de cet apartheid que les Noirs ont vécu aux États-Unis, qu'on appelle ségrégation. Ça revient à la même chose. Est-ce qu'il y aura un Mandela un jour en Palestine? Voilà, ce sont des situations exceptionnelles qui créent les hommes exceptionnels. L'Afrique du Sud a passé la situation la plus dramatique. Après, le bilan de Mandela, si on peut enchaîner... Enfin, il n'est pas question de parler d'ambulant, parce qu'on l'a déjà traité ici dans Ça fait débat. Et pour nos téléspectateurs et téléspectatrices qui nous regardent, on va tenter quand même d'avancer sur le sujet. Ce que je pourrais rajouter, c'est surtout... quand on regarde l'ANC aujourd'hui, on ne voit pas de Mandela pointer son nez. Hein. Oh non, non. C'est plutôt un schisme à l'intérieur de ce parti. Ce temps est passé, le temps de l'homme providentiel. On va parler de son héritage. Est-ce qu'il y a une bataille autour de son héritage, patrimoine, idéologie, etc. Est-ce que vous pensez vraiment qu'autour de cette question-là, il va y avoir bataille ? Je pense que tout le monde voudra prendre à soi, et notamment les hommes politiques en Afrique du Sud, je pense, qui voudront se déclarer héritiers de Nelson Mandela pour se faire élire. Et au-delà, si on peut élargir un tout petit peu le débat, c'est l'influence et les leçons de Nelson Mandela en tant qu'homme politique qui peuvent être assimilées par tous les activistes, et là c'est l'activiste qui parle, ce sont ces leçons-là, les leçons de son parcours, de son idéologie, qui seront assimilées par les nouvelles générations, et c'est là où c'est hyper important.
Allez, on va passer à un mot, peut-être un dernier mot, peut-être sur la question de Nelson Mandela, sur l'héritage peut-être aussi. Sur l'héritage, moi je me rappelle d'une phrase que je cite souvent de Mandela, c'est que pour changer les choses, il faut peu ou prou changer soi-même. Pas mal, c'est une bonne conclusion pour passer au sujet. Allez, on va passer totalement à une autre question, à un autre sujet, c'est celui des sommets des chefs d'État qui sont réunis il y a quelques jours à peine pour la sécurité maritime dans le golfe de Guinée, lutter contre la piraterie. C'est vrai que c'est une question à laquelle on n'a jamais su répondre. Je vous propose tout de suite, avant de commenter le sujet, dans Ça fait débat, je vous le rappelle à vous tous qui venez de nous retrouver, si vous venez de nous rejoindre sur Télésud dans Ça fait débat, en partenariat avec le quotidien en ligne afrique.com, eh bien, vous pouvez commenter, réagir sur la page Facebook Ça fait débat et puis sur Twitter, CF Débat. Tout de suite, on regarde le sujet proposé par la rédaction de Télésud. Regardez. Toutes les frontières africaines sont livrées au trafic de tout genre. Pour le président en exercice de la CAC, Idriss Déby Itno du Tchad, il n'y a pas de sécurité sans paix. Les dirigeants africains devraient militer pour la paix et la stabilité dans nos côtes maritimes et frontières. Conscients de la menace qui plane sur les côtes maritimes du continent africain et du golfe de Guinée, les intervenants ici ont évoqué la nécessité de mettre un terme à ce désastre. Le président de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, par ailleurs, président en exercice de la CEDEAO, a présenté les atouts du golfe de Guinée. Selon les estimations, la capacité pétrolière dans le golfe de Guinée dépassera la production totale des nations du golfe Persique à l'horizon 2020. Sa gestion maritime devrait contribuer à l'essor de l'économie africaine, d'où l'urgence pour la communauté internationale et africaine de faire preuve de fermeté afin de réduire, sinon de vaincre la piraterie maritime. La rencontre de Yaoundé est l'aboutissement de la résolution 2039 des Nations Unies qui encourage les États à développer une stratégie régionale de lutte contre la piraterie. Alors c'est vrai que toutes ces rencontres, elles doivent avoir lieu. Ça c'est certain, c'est sûr. Mais il y a quand même une question qu'on doit soulever ici même dans Ça fait débat. C'est vrai que comment peut-on expliquer cette multiplication des actes de piraterie dans le golfe de Guinée ? Ça vous fait rire ou sourire? Non, mais c'est la question. Mais bon. C'est quoi? Il y a du business dans l'air? C'est quoi? D'abord, la piraterie. C'est le principal motif, c'est l'argent? La piraterie sur les côtes africaines a commencé plutôt sur la Corne de l'Afrique. Et c'est très populaire là-bas, c'est très connu, la Somalie, etc. Alors, pendant que tout le monde était concentré là-bas, ça a commencé à se dérouler de l'autre côté. Et notamment, c'est né d'un mouvement qui s'appelle le MAND, le mouvement pour la libération du Delta de Guinée, justement, qui est un mouvement dissident et insurrectionnel au Nigeria, qui opérait des raids comme ça, d'abord vis-à-vis comment dirais-je, des autorités elles-mêmes, des oléoducs nationaux de l'État nigérian, et comme souvent, comme on l'a vu dans d'autres pays, en Colombie et tout ça, avec ces espèces de rébellions, il y a des chefs de terre qui naissent. Des gens qui, finalement, trouvent leur compte là-dedans et continuent un phénomène. Et comme ils ont de l'argent, parce qu'on rançonne, on gagne beaucoup d'argent, on s'équipe. À un moment donné, ils avaient même pris le dessus sur l'armée nigériane. J'ai bien compris que le principal motif, c'est l'argent, là. C'est bien ça? Ah ben, c'est l'argent. On est d'accord. C'est parti. Ça part toujours de faux prétextes politiques, alors, mais à la fin, c'est l'argent. Si c'est l'argent le principal motif, pose la question, si vous avez la réponse, c'est tant mieux. Comment déployer tous ces moyens pour lutter contre ce fléau, justement, de piraterie? Je pense que le mot piraterie, c'est un petit peu le cheval de Troie, c'est-à-dire qu'il renferme trop de complexité. Certains donc sont pirates, donc il y a du banditisme, mais il y a aussi certains fronts politiques qui ont exercé donc la piraterie pour se faire un pécule, pour donc faire de la politique. D'autres se sont dit il y a des richesses nationales qui sont captées par des groupes qui sont au pouvoir, et donc nous on va prendre, si on veut pas nous donner, on va prendre. Exactement. Et on va partager. Il y a vraiment un mélange de choses. Les mots piraterie semblent aller un peu vite et n'expliquent pas la complexité. Et pour répondre à la question, je pense qu'il y a deux fronts. C'est que
toutes les capitales, tous les États qui sont concernés et qui sont là donc à cette réunion. Il faut absolument qu'ils développent autrement la vie politique dans leur pays sur le plan démocratique, sur le plan économique et autres, pour au moins réduire la piraterie. Parce que maintenant, il y a des mécanismes nocifs et autres qui se sont mis en place sur la corruption et autres. Il y a un impact ou pas du tout? Il y a un impact, évidemment. Dans des pays comme le Nigeria, toute la région, qui est la région pétrolifère du pays, il vaut mieux, même à partir de votre coloration, ne pas vous hasarder à dire, parce que vous représentez un coût, vous représentez de l'argent. Évidemment que ça a des répercussions écologiques, évidemment énormes. Donc, il a résumé la situation, Monsieur Tikaya. Il a résumé la situation, c'est-à-dire que ça englobe des phénomènes complexes. Il faut juste voir les pays qui sont les plus touchés. Le Nigeria, le Bénin, petit pays qu'on oublie souvent. Mais pourquoi le Bénin? Le Bénin, c'est une petite poche qui donne sur ce qui était un ancien empire avant du Dahomey et qui englobait tout cela. Et le Cameroun, pourquoi? Parce qu'il y a frontière commune avec le Nigeria et toujours cette poche instable, plus ou moins de Bakassi, qui colle à la région du Mende. Et puis on se souvient, un pays comme la Guinée équatoriale qui a beaucoup d'argent, un jour a vu débarquer des gens qui sont rentrés jusqu'à l'intérieur de la ville pour aller braquer des banques. On l'a vu sur la côte camerounaise également, à Kribi, où ils ont tenu la ville en joue. Une ville, une cité balnéaire. C'était une petite station balnéaire. Oui, voilà. Ils se sont servis pendant des heures. Et ils sont repartis, tellement ils sont équipés. Donc, au lieu de faire des discours en roupie, il faut investir. Et qu'est-ce qu'ils font? Il faut qu'on soit aidé. À chaque fois, il faut qu'on soit aidé. Mais vous avez des pays, vous pouvez armer des gens mieux que des dizaines de bandits, de gangsters ou de personnes qui sont en insurrection. Allez, on va passer à ce dernier sujet qui a secoué cette semaine et puis on en parle de plus en plus. C'est les élections qui s'annoncent, qui sont proches. Là, c'est imminent, ça y est, c'est une histoire de quelques jours. Je veux faire référence aux élections présidentielles au Mali avant de retrouver dans la deuxième partie, dans une poignée de minutes, notre invité Mohamed Hamidi qui sera là parmi nous pour parler de Né quelque part. Allez, présidentielle au Mali, la tournée des candidats. Est-ce qu'ils existent ces candidats? Vous les avez vus? Vous les avez rencontrés? Oh oui. Pas du tout. Oui? Pas du tout. Quelques-uns parmi vous? Allez, avant d'en parler justement, je vous propose de regarder ce sujet proposé par la rédaction de Télésud. Regardons. Et alors que le processus de paix se met en place au Mali, un autre processus est en marche, électoral cette fois. Et c'est au tour de l'ancien Premier ministre malien Cheikh Modibo Diarra de se porter candidat à l'élection présidentielle. Au total, ils seront 16 sur la ligne de départ au premier tour donc du scrutin prévu le 28 juillet prochain. Cette candidature de l'astrophysicien sonne comme une revanche à la suite de sa démission forcée en décembre par l'ex-junte du capitaine Sanogo. Allez, ma première question, messieurs et madame, tout de suite. Qui sont ces candidats à la présidentielle malienne? On veut savoir. C'est vrai qu'on parle des arts. Déjà, je peux peut-être avant de vous laisser la parole, Gabriel, je vous vois arriver. Le candidat Cissé, qui courtise l'électorat, qui a commencé d'ailleurs à courtiser l'électorat du Gabon. Je cherchais le pays. Et puis, on a aussi Diarra, qui est candidat à la présidentielle. Modibo Diarra. Ils ont l'envergure? Ah bah évidemment, alors vous demandez qui sont les candidats, c'est comme dans tous les pays du monde, la politique ne s'improvise pas. Ce sont des gens qui font partie de l'établissement déjà, parce que la politique ça demande une expérience, un vécu politique, des appareils, des moyens, de l'argent et un réseau, et de plus en plus international. Donc il y a les poids lourds, ce sont les mêmes, c'est-à-dire que les gens qui ont joué un rôle éminent dans la politique malienne depuis une dizaine voire une vingtaine d'années, qui ont été pour certains de proches collaborateurs de l'ancien président déposés à TT. Et ne vous trompez pas, le vainqueur ne sortira pas du chapeau. Ce sera l'un de ses poids lourds, Ibeka, Ibrahim Boubacar Keïta. En même temps, Soumaïla Cissé, il a dit, il a promis en cas de victoire, de travailler aussi pour la mise en place des programmes de développement pour les jeunes et les femmes. Ah bah ça, donc sa candidature est un devoir. Voilà comment il considère sa candidature. Je pense qu'on risque d'avoir ce type de discours dans tous les programmes. Mais j'aime bien parce que ça fait marrer tout le monde ici. Oui, aucune en gros, si vous nous regardez ce soir, Gabriel, voilà, il n'y croit pas du tout. Hein. Bon. Mais bon, voilà. Ce qu'on peut dire, c'est que il va pas. Je pense pas qu'il y ait de véritable surprise. Par contre, le défi, c'est dire aux Maliens qui connaît bien donc au peuple malien tous les candidats comment ils vont parce que là le pouvoir est plus qu'exsangue, il y a quand même plus qu'une crise politique au Mali.
ils vont demander aux Maliens, à ce même peuple, de leur faire confiance, alors que les Maliens ont vu certains comportements politiques. Moi, je vais mettre les pieds dans le plat, parce que là, ça m'exaspère un peu. Pardonnez-moi, mais vous connaissez, parfois je donne un peu mon point de vue. On est en pleine situation politique, on vit une crise. Au Mali, vit la crise quand même tout de même. On ne peut pas dire le contraire. Moi, ce que je veux comprendre, et on va tenter quand même d'apporter des réponses à nos téléspectateurs et téléspectatrices, c'est comment se fait-il que ces candidats n'aillent pas à la rencontre, n'aillent pas chercher le cœur des Maliens, justement, pour aller chercher ces voix-là. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, à quelques jours du premier tour, tous ces candidats déclarés, pourquoi ils ne vont pas aller chercher le cœur des Maliens ? Mais la question commence très bien. Il n'y a pas d'engouement. Le Mali est en crise. Et moi, je suis la première stupéfaite, et beaucoup d'ONG qui travaillent sur les systèmes démocratiques s'inquiètent de cette élection-là et du scrutin qui va être le 28 juillet. Mais l'électorat malien, beaucoup sont des réfugiés. La plupart, là, les élections sont le 28 juillet. La plupart n'auront même pas, 6,8 millions d'individus n'auront pas leur carte pour aller voter. Donc si cet homme, Ikaba, est élu, il n'aura pas cette il n'aura pas cette légitimité et il risque, on a des vrais risques et beaucoup d'experts s'inquiètent du risque d'implosion du Mali. Gabriel ? Le Mali est un pays qui est passionnant dans ses campagnes électorales. Bien sûr, oui, bien sûr. Ah non, mais il est passionnant et il va être encore plus passionnant là. Pourquoi ? Parce que c'est une élection qui a été organisée, disons-le, un petit peu à la va-vite. C'est-à-dire que, bon, on est intervenu, on veut se retirer rapidement. C'est des revanches aussi. Il faut donner une légitimité à un nouveau président pour reconstruire le pays. Donc, deadline des dépôts des candidatures aujourd'hui, élection le 28 juillet, c'est bientôt. Et puis il y a des revanches, il faut le dire aussi. Il y a des revanches à prendre aussi également. Général... Par exemple, l'ex-premier ministre Diarra se présente lui comme candidat. Il dit clairement, est-ce que c'est pas pour prendre sa revanche sur le capitaine En général, il y a de vastes coalitions. Clairement, il le dit en plus, il ne le cache pas. Qui se constituent au Mali. Ce qui va se passer, c'est que parmi, on va dire, les 5, 6, 7 poids lourds, à un moment donné, il y a 2-3 qui vont se retrouver autour d'une coalition, s'ils mettent leurs égos de côté. Parce que le Mali, c'est extraordinaire. Comme la DEMA d'ATT, c'était une coalition de plusieurs, parfois dizaines de partis. C'est-à-dire qu'en un mois là, vous allez voir un jeu très, très particulier au Mali, très singulier, où vous allez voir une vaste coalition de partis qui vont se retrouver autour d'un homme. On ne sait pas qui est cet homme, mais probablement c'est lui qui Est-ce qu'il y a réellement un homme qui est capable de redresser le pays ? Et puis on peut dire que c'est un mois spécial, ça va se passer en plein Ramadan, saison des pluies. Si on connaît bien le Mali, ça ne va pas être toujours facile pour aller se rendre voter, en tout cas aux urnes, sans compter les problématiques de carte d'électeur. Et puis bon, il va y avoir les coalitions, donc il y a tout un jeu national, international, pas seulement sur le plan géopolitique africain, mais au niveau international. C'est vrai que les politiques, la classe politique a été très pressée de vite organiser des élections. Sont-ils tous prêts ? C'est vrai, pour connaître un petit peu, pour avoir suivi des campagnes d'élections maliennes, ça va être, malgré le climat et le ramadan, ça va être un barnum spectaculaire. Spectaculaire. Messieurs, est-ce qu'il y a un réel, et madame, est-ce qu'il y a un réel candidat pour redresser le pays finalement ? Bon, chaque candidat va se prétendre à la hauteur de la fonction. Est-ce qu'ils ont l'expérience nécessaire ? Oui, parce que la plupart des poids lourds, ils ont été plusieurs fois ministres, voire Premier ministre ou directeur d'institutions internationales. Diarra, c'est l'ex-premier ministre. Oui, ils ont l'expérience. Maintenant, est-ce qu'il y a le projet politique ? Est-ce qu'il y aura le soutien au niveau de la conduite politique, notamment au Parlement ? Parce que c'est là que ça va se jouer, avoir une majorité parlementaire. Parce que le président, il sortira de cette danse très, très malienne-là. Mais c'est le Parlement qui va déterminer les choses ensuite. Et tout le projet de réconciliation aussi. Vous le savez, c'est une affaire qu'on va suivre ici de très près, ici même dans Ça fait débat sur Télésud. On va le suivre tout cela, et puis même y compris les élections ici, on va les couvrir dans Télésud. Eh bien, merci à vous alors d'avoir commenté, d'avoir réagi avec autant de passion et avec autant aussi de, d'analyse, n'est-ce pas, Gabriel Mbarga? Elle nous vient de Ramallah. Elle nous vient de Ramallah. Quels sont les projets pour la suite? Parce que les vacances approchent. Des vacances et le ramadan. Et je souhaite un très bon ramadan à ceux qui nous écoutent. À l'avance? Tout à fait. Effectivement. Jean-Claude Chikaya? Moi, je regarde les élections européennes bientôt. Bientôt? Il va falloir que ça se renouvelle. Que ça se renouvelle. Et on sent le politique là, le fin politique. Et enfin, Gabriel Mbarga, Qu'est-ce qui me passionne en ce moment? C'est Jérôme Cahuzac qui me Jérôme, vous l'avez suivi d'ailleurs ou pas du tout? Il est génial. Il est incroyable. Incroyable. Bon, allez, merci à Gabriel Mbarga, qu'on retrouve la semaine prochaine avec autant de plaisir. Merci à vous. Je vous en prie, Adil. Samia Troubi, à très bientôt, avec autant de plaisir, vraiment. Et puis Jean-Claude Chikaya, pareil. Merci également. Ici même, vous êtes chez vous dans Ça fait débat. À très bientôt. On se retrouve dans une poignée de secondes, justement, pour notre invité.
Bienvenue à celles et ceux qui viennent de nous retrouver dans Ça fait débat sur Télésud. Merci de votre fidélité, merci d'être en tous les cas de plus en plus nombreux à suivre l'émission. Vous pouvez commenter, réagir sur la page Facebook Ça fait débat et puis sur Twitter CF débat. Notre invité aujourd'hui, il s'agit de monsieur Mohamed Hamidi. Bonjour Mohamed Hamidi. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien, merci. Merci d'avoir accepté notre invitation, ici même dans Ça fait débat. Je suis ravi. C'est juste dommage, c'est vrai que vous auriez pu venir avec quelques acteurs du film Né quelque part. C'est vrai, pourtant il y en a un certain nombre, ils sont tous très bien. Voilà, il se trouve que pour des raisons de calendrier et de planning, j'ai pas pu aujourd'hui. L'essentiel, c'est que vous soyez parmi nous, en tout cas pour parler de votre premier long métrage, Né quelque part. Alors vous, on va s'intéresser à vous parce que vous parlez de la double culture, vous vous intéressez à tous ces jeunes Français issus de l'immigration, nés en France, mais en même temps rattrapés par leurs origines. Hein. On va en parler, mais ce que je vous propose avant, alors vous, juste avant de lancer la bande-annonce, vous êtes un proche collaborateur de Jamel. Comment est née l'aventure avec Jamel Debbouze? C'est vrai que je suis proche collaborateur de Jamel depuis quelques années. Complice maintenant. Ouais, complice. Forcément, quand on fait ce genre de métier, on est obligé d'être complice. On écrit des spectacles, on écrit des films, on écrit des émissions de télé. Donc forcément, s'il n'y a pas de complicité, c'est pas comme un simple collègue qu'on croise à la machine à café, qu'on a besoin d'être hyper intimement lié. Alors, quand on dit complice, c'est vrai qu'on aimerait comprendre. Vous êtes le complice, ça veut dire metteur en scène, directeur artistique. Je suis directeur artistique d'un certain nombre d'actions qu'on fait, comme le Marrakech du Rire ou du Jamel Comedy Club, les précédentes saisons. Et sinon, je suis le metteur en scène et le co-auteur de son spectacle. D'accord, bon, en tout cas, on saura tout tout à l'heure, mais on va surtout s'intéresser à votre premier long métrage, Belle Aventure. Très belle aventure, et justement, je suis très content de l'avoir faite avec Jamel. Eh bien, allons-y, avant de découvrir, et avant de découvrir le film d'abord avec Mohamed Hamidi, je vous propose tout de suite de regarder, mais attentivement, vous allez comprendre pourquoi, parce qu'on va parler de cette double identité. Regardez la bande-annonce de Né quelque part, premier long métrage de Mohamed Hamidi. فريد ولدي غادي تروح في بلاصتي وما تخليهمش يهدموا لنا الدار. Moi en Algérie? Qu'est-ce que tu veux que j'aille faire là-bas? Je parle même pas l'arabe. Pour les concours, comment tu vas faire? Je t'ai dit, je pars une semaine, c'est rien. Tu vas l'envoyer lui? C'est pas parler, on dirait Barry White en Kabyle lui. فريد هذا هو غير تعمل هذه حاجه الفرنسا هذه بيكار احنا شويه منيرين يزيدونا البطرون والله العظيم si toi. Ah, je viens, je te présente mon cousin de la France. Soyez le bienvenu. Et ici, comment ça va? L'Algérie, c'est un pays riche. L'Algérie, c'est un pays riche, mais on n'a pas d'argent. C'est quoi ce bordel? C'est l'amour est dans le pré ou quoi, t'es où? Un peu d'intimité, c'est possible ça? Tu sais comment on dit intimité en arabe? Ça n'existe pas. عندك الباب نتاعك وهران ان شاء الله زيد. Moi aussi j'aurais dû naître à la France. C'est mon père qui devait partir à la France. Alors toi t'es né là-bas et moi je suis né ici. C'est comme ça. Comment ça, il est parti en France? Je suis français. Je veux juste rentrer chez moi. C'est tout, vous êtes français, c'est pas marqué sur votre front. Hein. Il est venu pour une semaine, il est bloqué ici. علاش مقلق تدخل؟ هو ببلادك. Elle est belle, Samira. On rêve tous de se marier avec elle ici. Depuis que je suis tout petit, quand on me demande d'où je viens, je dis que je viens d'Algérie. Pourtant, j'y avais jamais mis les pieds. Vous n'avez pas le droit de faire ça. Dégage-toi! Et c'est pas un immigré comme vous qui va nous expliquer comment gérer notre pays. Je ne savais rien du pays de mes parents, où ils étaient nés et comment ils avaient grandi. On n'est jamais trop curieux quand il s'agit de sa propre histoire. Né quelque part, premier long métrage de Mohamed Hamidi, bravo, en tout cas respect. Moi j'ai eu l'occasion, le loisir de découvrir l'avant-première. Et puis tout le monde vous a interpellé, ce sera ma première question. Tout le monde s'y retrouve sur cette question de double identité. J'ai vu certains malgaches, certains Français issus de l'immigration, quand j'ai issu de l'immigration, y compris subsaharienne, qui sont venus vous voir, mais ça me parle. Mais moi, je pense même que ça va au-delà. C'est-à-dire que moi, je ne pense pas avoir fait un film sur l'Afrique, sur l'Algérie ou sur le Maghreb. Je pense avoir fait un film sur la transmission et l'héritage culturel. Et à tel point que, par exemple, le co-auteur du film, qui s'appelle Alain Michel Blanc, qui lui est breton, a été très sensible à cette histoire parce que lui aussi, à un moment dans sa vie, il y a eu la transmission entre son père et lui. Et il a fallu qu'il gère aussi l'héritage culturel. Alors, et c'est vrai que cette question de la transmission, notamment de l'héritage paternel ou familial, c'est quelque chose qui touche intimement tout le monde. Mohamed Hamidi, Né quelque part, je sais que vous le portez depuis plusieurs années, ce film. Il me semble un peu plus de 10 ans, 9 ans, 10 ans. Un peu moins, depuis 8 ans environ. Depuis 8 ans. Aujourd'hui, j'imagine, c'est une satisfaction.
C'est une grande satisfaction. Alors au départ, c'était pas forcément destiné au cinéma, mais en même temps, tout a été déclenché par Né quelque part. Moi, j'ai écrit un récit qui raconte cette histoire. C'était en 2005 ou 2006, c'est la première fois que je retournais en Algérie, justement. Et c'est là que j'ai eu cette sensation et cette idée de me dire que finalement, notre identité... Et pourtant, la France a été secouée par cette question qui a été au cœur de plusieurs polémiques, l'identité nationale. C'est vrai, et c'est vrai. Et votre film, il parle de l'identité et de l'intégration. Mais c'est vrai que moi, j'ai toujours du mal avec ces questionnements sur l'identité nationale, et quel qu'il soit d'ailleurs. C'est marrant parce que quand je fais les salles, moi, à la sortie des salles, on rencontre souvent les spectateurs, et souvent ils nous disent vous êtes algérien, vous êtes marocain, vous êtes tourné en Algérie, au Maroc. Et pour moi, c'est la même chose. C'est-à-dire que pour moi, l'identité nationale la limiter aux frontières et à un espace géographique, ça ne veut pas dire grand-chose. Ouais. Pour moi, j'imagine que vous avez éprouvé le besoin peut-être de raconter une histoire. Est-ce que c'est la vôtre? Pourquoi ce film il est né ou comme ça? Il est arrivé autour de cette question d'ailleurs, déchirée en permanence. C'est vrai qu'on est torturé, la tête là-bas, les pieds ici, on ne sait plus d'ailleurs. C'est vrai et en plus nous avec la vie française et la vie même parisienne qu'on a eue avec nos études, le boulot, c'est vrai qu'on n'a pas eu forcément le temps ni l'envie parfois de s'intéresser à nos origines, à l'origine de nos parents. Nous on est nés ici, on est des Issiciens comme dit Jamel. Donc effectivement, mais avec l'âge c'est vrai qu'on se rend compte et puis nos parents vieillissant que on vient pas du même endroit, on n'est pas né au même endroit et que si on a eu la vie qu'on a eue, c'est parce qu'ils ont fait ce voyage et que moi je pense qu'aujourd'hui on peut être français pleinement à 100% en assumant complètement ses origines et en les portant avec soi. Mais vous pensez pourtant, Mohamed Hamidi, que la question sur l'identité se pose encore aujourd'hui ? Ah, bien sûr, elle se pose des deux côtés. Pour moi, elle se pose de la part de ceux qui ont des origines étrangères ou dont les parents sont à l'étranger, et elle se pose aussi du côté des Français, parce que effectivement, la rencontre, elle n'a pas encore eu lieu. C'est-à-dire qu'il y a méfiance, je pense, de part et d'autre. Autant de la part des Français qui parfois demandent aux jeunes comme nous et aux plus jeunes encore qui sont d'origine étrangère de complètement se dissoudre dans la société française et de faire disparaître toute leur culture, toute leur religion, etc. Et par ailleurs, en face, les jeunes qui sont issus de familles immigrées, parfois, ne se confondent pas suffisamment dans la société française. Est-ce que, Mohamed Hamidi, vous vouliez interpeller le français avec Né quelque part, avec votre premier long métrage, ce film-là? Est-ce que vous vouliez interpeller le français? Je vais vous parler et poser la question clairement. Notamment, je fais référence au racisme que vivent les immigrés ou les Français issus de l'immigration. Bien sûr, pour moi, il y a encore aujourd'hui des problèmes de conservatisme, de racisme dans la société française. On voit les difficultés que les jeunes des quartiers ont à trouver un boulot, un appartement, un stage même. Et c'est des problèmes qui existaient déjà il y a 25 ans. Moi, quand j'avais 15 ans, ces problèmes existaient. J'ai l'impression qu'on n'a pas complètement progressé dans ce domaine. On voit les scores du Front National aujourd'hui. Et effectivement, je pense que les Français ont encore du mal à accepter l'idée que je suis français, vous êtes français, et plein d'autres gens sont français, malgré leur prénom, malgré leur nom de famille et malgré leurs origines. Et aujourd'hui, je pense qu'il faut que ces Français-là comprennent qu'il y a plusieurs manières d'être français, comme aux États-Unis, il y a plusieurs manières d'être américain. Justement, dans votre film, c'est ça qui est intéressant, c'est que vous abordez beaucoup de sujets autour de l'immigration, d'ailleurs avec un ton d'humour décalé, parfois un peu corrosif, et de façon très nuancée. C'est une volonté de votre part ? Moi, je trouve que l'humour est un très bon moyen de communication, c'est un très bon moyen de faire passer des messages sans être lourd et sans être donneur de leçons. Et puis c'est aussi de là que je viens, ça fait maintenant des années que je travaille avec Jamel. Sur scène, on fait la même chose, je travaille avec un comédien qui s'appelle Malik Bentala, avec Abdelkader Secteur. C'est des gens avec qui je travaille et pour qui j'essaye toujours de faire passer des messages de manière humoristique parce que on peut le faire aussi de manière un peu plus dramatique, c'est parfois le ton du film, mais je trouve qu'avec l'humour, on est plus généraliste et on est plus large. Est-ce que ça a été compliqué pour vous le choix des acteurs et notamment Jamel qui arrive en second? Oui, c'est le deuxième rôle du film. Il a très bien accepté? Jamel, en fait, c'est grâce à lui que ce projet est né. C'est-à-dire que c'est en lisant le récit qu'elle est devenir le scénario. Le rôle principal est joué par Toufik Jalab. Par Toufik Jalab. Toufik Jalab, qui est un jeune comédien qui vient d'Argenteuil, pas connu du tout. Un vrai pari risqué pour vous? Oui, bien sûr, c'était un grand pari. Toufik a malgré tout une bonne expérience d'acteur, ça fait plus de 10 ans qu'il est dans ce métier, mais il est principalement au théâtre, il a fait le Conservatoire national, c'est un bon comédien qui est seulement aujourd'hui en train de se lancer dans le cinéma. Effectivement, je suis allé le chercher au théâtre quasiment, et moi j'avais besoin d'un comédien. Moi je trouve ça toujours intéressant de révéler des talents, et c'est le pouvoir que nous confère quelqu'un comme Jamel qui a toujours été dans cette logique-là de dévoiler de nouveaux talents. Il l'a fait au Comedy Club, il le fait aujourd'hui au cinéma, effectivement avec
avec sa renommée, il permet de faire des films et de monter des films, en tout cas avec un casting qui est moins connu. Donc que ce soit Toufik Jalab, Fadza Bouyamed, qui est un excellent acteur, Malik Bentala, c'est des acteurs qui ont pu s'exprimer grâce à la présence de Jamel. Ça veut dire quoi aujourd'hui? La France compte, y compris dans les quartiers populaires, un vrai potentiel, un vrai vivier? Au niveau du cinéma? Au niveau du cinéma, bien sûr. Énormément. Moi, je reçois aujourd'hui plein de choses sur Facebook, des petits courts-métrages. Je suis pas mal de jeunes qui font d'abord de la figuration, puis ensuite de la silhouette, et puis ensuite des petits rôles. Je vous dis ça parce que, Mohamed Hamidi, le cinéma français est trop souvent, on l'a vu d'ailleurs, réduit aux enfants des immigrés, ou aux vanneurs, ou aux voyous, ou aux galériens. C'est vrai, c'est vrai. C'est pas votre cas. Mais c'est pour ça que moi, je voulais parler d'une histoire commune. C'est-à-dire, c'est l'histoire d'un jeune qui a un questionnement sur sa personnalité. Et je ne voulais pas forcément parler d'un petit voyou, ou d'un génie du football ou d'un génie de l'humour. C'est un individu qui est là, qui fait ses études, qui veut devenir avocat, et à qui il arrive une histoire personnelle. On raconte des histoires personnelles aujourd'hui dans le cinéma français tout le temps. Ça se passe dans des cuisines, dans le 11e arrondissement, et on a les états d'âme des gens. Et nous aussi, on a des états d'âme, et je trouve que c'est bien de les raconter. Qu'est-ce que vous attendez de Sulimlan et quelque part? Est-ce que vous attendez, par exemple, que la jeunesse française issue de l'immigration soit interpellée par ces sujets qu'on aborde là, qu'on vient d'exposer ici même? Moi, ce que j'espère, c'est Qu'est-ce que vous espérez? J'espère que les gens vont prendre conscience de part et d'autre qu'effectivement, par exemple, ce qui m'intéresse, c'est de jamais traiter l'immigration avec un grand I comme grand phénomène. Je pense que ça, on le traite suffisamment de manière politique, de manière journalistique. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de traiter cette question-là de manière humaine. Parce que derrière chaque immigré, il y a une histoire, il y a un déchirement avec sa famille, il y a une personne qui a quitté son pays, ses origines, ses racines, qui est allée vers l'inconnu. Et effectivement, quand on étudie ça de plus près, finalement, on se rend compte que c'est des individus, des hommes, et c'est de l'humanité qui se déchire et qui essaie de vivoter. Et effectivement, c'est aussi dans le film, à la fin, quand on voit les jeunes qui essayent coûte que coûte de partir vers la France, quand on s'intéresse à une personne et pas au grand phénomène, je pense qu'il y a beaucoup plus d'humanité, il y a plus de compréhension. Alors, si je vous dis, Mohamed Hamidi, qu'aujourd'hui la France est black blamber, vous répondez quoi? C'est toujours d'actualité? C'est une réalité? C'est une réalité, mais je trouve que ça encore, c'est des expressions qui ont été un peu mal utilisées. Black Blamber, c'est effectivement l'expression de 98. Absolument. Et effectivement, ça a été révélé au moment de la victoire de la Coupe du Monde. Moi, je pense que c'est un peu plus que ça. La France, elle est ce qu'elle est. Black Blamber, effectivement, l'expression aujourd'hui, je trouve qu'elle a été un petit peu trop utilisée et a perdu un peu de sa saveur. Pour moi, la France, comme je vous dis, c'est la France de Jamel Debbouze, mais c'est aussi la France de Jean Dujardin, c'est la France de Claire Chazal, mais c'est la France d'Aïda Touiri, c'est la France de Deschamps, mais c'est aussi la France de Zidane, c'est la France de Joe Star, mais c'est aussi la France de Kali ou de Raphaël, j'en sais rien. Voilà, la France, c'est tout ça. Et on est, moi comme d'autres réalisateurs aujourd'hui, on fait partie du paysage audiovisuel français et cinématographique, avec chacun nos histoires et nos particularités. Qu'est-ce que vous attendez du cinéma français ? Vous avez ouvert là une voie sur cette nouvelle forme. Notamment, on vous a un peu comparé à Martin Scorsese. C'est trop d'honneur, c'est trop d'honneur. C'est vrai que j'ai vu ça, j'ai lu. Voilà, votre film renvoie à une écriture, celle de Martin Scorsese. Non, effectivement, c'est dans le sens de, enfin, c'est dans les sujets traités. C'est vrai que Scorsese a été l'un des premiers à traiter l'immigration italienne. Absolument. Et les Italo-Américains tout au long du siècle. Et c'est vrai que moi, je traite. Alors, vous êtes le Mohamed Hamidi, le nouveau Martin Scorsese à la française? Non, je dirais pas ça. J'ai trop de respect pour Martin Scorsese et pour sa carrière. Mais par contre, c'est vrai que j'essaie de traiter moi à ma manière des sujets qui me sont proches, donc forcément c'est là, en l'occurrence, c'est toutes ces personnes qui viennent de l'autre côté de la Méditerranée. Et je ne vous ai pas laissé répondre, enfin, sur le cinéma de demain, le cinéma français. Vous avez ouvert la voie, qu'est-ce que vous attendez du cinéma français? Mais je pense qu'on est quelques-uns à l'avoir ouverte, cette voie. Aujourd'hui, quand on voit que la Palme d'Or à Cannes est un film d'Abdelatif Kechiche sur un sujet qui n'est pas du tout un sujet lié aux Tunisiens, aux Algériens, aux Marocains, c'est deux jeunes filles blondes, lesbiennes. Donc voilà, je trouve que là, c'est là qu'on a des victoires. Au début, effectivement, on raconte toujours les histoires dont on est le plus proche. Kechiche l'a fait aussi en racontant l'esquive, parce qu'il était dans un quartier, c'était des sujets qu'il connaissait le mieux. Mais aujourd'hui, que Kechiche puisse passer comme ça sur un thème aussi généraliste, avec la vie d'Adèle, et un thème de société, et qu'il soit récompensé pour ça par la Palme d'Or, je trouve ça très bien. Effectivement, il y a des comédiens qui ouvrent la voie, il y a des réalisateurs qui ouvrent la voie, il y a des journalistes qui ouvrent la voie. Et effectivement, c'est un travail qu'on fait, nous, depuis plus de 20 ans. Ça fait plus de 20 ans que je milite pour que
la voie soit ouverte et pour qu'on puisse... Oui, rappelons-le, on peut le dire à tous les spectateurs aussi, vous avez participé à l'aventure Le Bondi Blog. Vous êtes cofondateur du Bondi Blog. Bien sûr, bien sûr. Et de la même manière qu'à une époque, avec le Bondi Blog, on a essayé de faire accéder au journalisme et à des métiers, enfin en tout cas aux médias, des jeunes qui n'avaient pas forcément la voie tracée ou qui n'avaient pas forcément de réseau pour pouvoir faire des stages ou rentrer dans des écoles. Aujourd'hui, moi, dans le cinéma, j'espère aider des jeunes qui ont des idées, qui sont bons, et qui ont envie de faire des choses à entrer dans ce milieu. Mohamed, on arrive bientôt au terme de cette émission. Ça fait débat, en tout cas dans cette seconde partie. Je vous le rappelle, vous pouvez commenter sur la page Facebook Ça fait débat, et puis sur Twitter, c'est FDébat, notre invité, je vous le rappelle, Mohamed Hamidi, avec son premier long métrage, Né quelque part. Pourquoi avoir tourné votre film entièrement au Maroc? Sauf j'ai vu une petite séquence à l'aéroport d'Alger, je crois. Ouais, non, même pas. Même pas Non, il y a eu des plans d'avion notamment qui ont été tournés en Algérie. Alors pourquoi? Parce que... Pourquoi c'est compliqué en Algérie? Disons qu'il n'y a pas encore suffisamment de structures sur place pour accueillir des tournages étrangers. Il y en a quelques-unes qui le font, mais qui sont vite effectivement accaparées par des tournages, qui font beaucoup de docs et quelques fictions. Moi, justement, j'aimerais beaucoup que des sociétés de production en Algérie se développent parce qu'il y a une grosse demande de tournage. Et après, c'est vrai que c'est un premier film, donc j'avais pas un budget qui était extensible. Et quand on se pose dans un pays, j'aurais voulu tourner, par exemple, j'avais prévu de tourner une semaine à Oran, mais quand on se pose dans un pays avec 100 personnes, ça coûte très cher de redéplacer ces 100 personnes pour aller tourner une semaine ailleurs. Et donc j'ai fait le choix, pour des raisons économiques, d'aller tourner au Maroc. Pour des raisons économiques. Allez, le 5, on n'y échappe pas. Tous les invités passent à la moulinette. 5 questions en 10 secondes, c'est parti. Pour vous, l'Afrique, en un mot, c'est un mot. Pour moi, l'Afrique, c'est mes parents. L'Afrique, quelle priorité pour vous, en un mot? Un mot. Le développement. France-Afrique, ça évoque quoi pour vous? Le pillage. Le pillage, Afrique et démocratie, vous répondez quoi sans langue de bois? Il y a urgence. Et enfin, pour toutes celles et ceux qui vous regardent, un dernier mot, peut-être? Moi, j'espère juste que des films comme Né quelque part ou comme d'autres donneront envie à des Européens de mieux connaître l'Afrique. Voilà, c'était le mot de la fin de Mohamed Hamidi, réalisateur de son premier long métrage, Né quelque part. Merci infiniment, Mohamed Hamidi. Je souhaite une belle aventure, en tout cas, à ce film que moi j'ai adoré. En tous les cas, toutes celles et ceux qui nous regardent ce soir, je vous invite à aller regarder Né quelque part, extraordinaire. Vraiment, merci. Ça nous parle à nous tous. Bravo et à très bientôt. Écoutez, c'était un plaisir. Merci à vous. À très bientôt. Je vous le rappelle, vous pouvez réagir et commenter sur la page Facebook Ça fait débat. Merci de votre fidélité. À la semaine prochaine. Ciao, ciao.